Nous demanderons au président Moscovici. Merci infiniment, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ecal, merci vous êtes rendu disponible dans les délais. Avant d'en venir aux questions quantitatives sur la dette, elles sont évidemment premières, je voudrais vous interroger sur l'aspect qualitatif de la dette. Est-ce que vous jugez qu'il peut y avoir une bonne et une mauvaise dette? Dans le fond, est-ce qu'on peut s'endetter légitimement pour des investissements de long terme auxquels l'État seul peut faire face? Et est-ce que vous jugez que, dans le fond, la qualité d'une dette, elle dépend à la fois de sa composition et aussi de sa capacité à se financer? Et j'en viens là à la question du niveau. Est-ce que, selon vous, il y a un niveau selon lequel, au terme duquel on pourrait être qualifié de surendettement? Je m'interroge également sur l'impact macroéconomique de notre endettement. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser quels sont les mécanismes de transmission aux acteurs privés, notamment aux entreprises, mais aussi aux ménages, d'une hausse des taux d'intérêt, ainsi que de l'effet d'éviction que peut avoir sur l'économie réelle un endettement trop important? Et de la même manière, quelles peuvent être les conséquences pour la France des dettes de nos voisins européens? Je pense notamment à l'Italie, qui a un besoin d'emprunt extrêmement important et qui, quelque part, contribue à réduire la capacité de diversification des investisseurs. Est-ce que ça a une conséquence sur notre charge d'intérêt? Il serait intéressant que vous puissiez nous dire également, en matière de comparaison européenne, si les dépenses, je ne sais pas si vous avez cette réponse d'ailleurs, mais les dépenses que nous avons formulées pour répondre à la fois à la crise sanitaire et à la crise énergétique sont comparables, peut-être supérieures ou inférieures, à celles auxquelles ont dû faire face nos voisins européens. Et enfin, pardon pour cette litanie, mais pour revenir aux propos qui ont été les vôtres, vous nous dites, dans le fond, si on était à 3,7 ou moins déficit primaire en 2017, on aurait eu peut-être 70 à 80% d'endettement en moins. Si ce déficit et cette dette étaient à zéro, c'est un calcul qui n'est pas forcément évident à faire, qui est très théorique, mais quel aurait été l'endettement depuis 2017? Quelle aurait été la charge de la dette par ailleurs? Et enfin, sur la question des prélèvements obligatoires, vous évoquez la question de l'élasticité. Est-ce que, selon vous, ce retournement d'élasticité, il était anticipable? Parce que c'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'on pouvait imaginer que l'élasticité allait revenir à 1 ou inférieur à 1? Et un dernier mot, pardon, je suis trop long, mais sur la question des recettes, vous dites on a baisser les impôts sans baisser les dépenses à due concurrence. Mais est-ce que, précisément dans cette élasticité forte, on ne constate pas que la baisse des prélèvements obligatoires et des impôts a pu compenser, voire surcompenser, la perte de recettes directes liées à la baisse des prélèvements obligatoires? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Bonne et mauvaise dette. Je me méfie... Pardon. Juste, si vous pouviez résumer en 5 très bonnes minutes, oui. Bonne et mauvaise dette, je me méfie un peu de cette distinction, même si les économistes aiment bien, et si, voilà, on a tendance à dire la dette qui finance de l'investissement, c'est de la bonne dette, la dette qui... Je me méfie parce que, typiquement, par exemple, la distinction entre, d'un côté, les dépenses d'investissement, c'est bien, et les dépenses de fonctionnement, c'est mal, c'est quand même très conventionnel. Il y a des investissements qui ne servent strictement à rien, et il y a des dépenses de fonctionnement, je pense par exemple aux dépenses de formation, qui sont autant des dépenses d'avenir et qui ont autant d'effets sur notre potentiel d'activité future que des investissements qui ne servent pas à grand-chose. Donc voilà, j'ai du mal, enfin j'ai un peu de mal avec cette distinction entre bonnes dépenses, mauvaises dépenses, et donc entre bonne dette et mauvaise dette. Ensuite, quel est le niveau excessif de la dette? Si on le savait, on aurait moins de problèmes sans doute, parce qu'on essaierait de ne pas s'en approcher. Les économistes sont incapables de dire quel est le niveau max de dette à partir duquel justement les créanciers tout d'un coup se mettent à avoir peur, parce que ça dépend de facteurs qui sont parfois très subjectifs et qui dépendent beaucoup de conditions spécifiques à chaque pays, à chaque période. Le Japon n'a aucun problème
problèmes pour financer avec une dette à plus de 200% du PIB. D'autres pays ont eu des problèmes avec des dettes inférieures à 60% du PIB. Il y a, par exemple, la crédibilité de la politique publique. C'est très important, mais c'est quand même assez subjectif. Donc la seule chose que les économistes arrivent à dire finalement, et toute la littérature économique tourne autour de ça, c'est qu'il faut être capable de montrer que la dette publique est sous contrôle. Et ils traduisent ça de manière un peu mathématique par il faut que la dette publique puisse être stabilisée en pourcentage du PIB sur moyenne période. Elle peut augmenter quand ça va mal, bien sûr, quand il y a des crises, mais après il faut pouvoir la baisser pour à long terme la stabiliser. À quel niveau? Ils n'en savent rien, à n'importe quel niveau en fait. Le tout, c'est d'arriver, voilà, à montrer qu'elle est contrôlée, qu'elle est stabilisée. D'où toute une littérature sur les conditions de cette stabilisation en fonction du taux d'intérêt de la dette, du taux de croissance, etc. Mais voilà, on ne sait pas quel est le niveau maximal de la dette publique. L'impact de la dette et du déficit. Bon, je suis keynésien à court terme, donc je pense que le déficit et donc l'endettement à court terme, ça a des effets quand même plutôt au général favorables sur l'activité, et inversement pour une réduction du déficit, mais quasiment aucun effet à moyen long terme. Bon. On a parlé dans la littérature économique d'autres effets. L'effet d'éviction, en effet, l'effet d'éviction qui veut que si le déficit est plus important, toute chose égale par ailleurs, ça a tendance à augmenter quand même un peu les taux d'intérêt, et donc ça dissuade, en fait, diminue l'investissement privé. En théorie, il y a plein de modèles économiques qui sont fondés là-dessus, mais en pratique, c'est très difficile à mettre en évidence, notamment dans la zone euro, parce qu'en fait, quand dans ce raisonnement, je veux dire, on considère d'un côté la demande d'épargne, de l'autre côté l'offre d'épargne, et dans une zone monétaire, en fait, c'est au niveau de l'ensemble de la zone euro que ça joue. Et si le déficit d'un pays, alors prenons un tout petit pays comme l'Autriche ou le Portugal augmente son déficit, ça va avoir aucun effet sur le taux d'intérêt de la zone euro. Pour la France, peut-être un peu plus, mais en fait pas beaucoup quand même. Donc c'est noyé. Donc l'effet d'éviction, pour moi, en tout cas au moins dans une zone monétaire comme la zone euro, il n'y en a quasiment pas. Il y a très peu d'effets d'éviction sur l'investissement privé. Il y a un autre effet dont on parle beaucoup dans la littérature économique qui pourrait être plus important, c'est ce qu'on appelle les effets ricardiens. C'est-à-dire le fait que lorsque le déficit augmente, disons les ménages, tout d'un coup, se disent « Oh, ben ça va se traduire par une hausse des impôts dans le futur, donc j'épargne dès maintenant pour me prémunir contre cette hausse d'impôts. » S'ils épargnent autant que le montant du déficit, c'est ce que disait Ricardo, Barrault, un autre économiste, à ce moment-là, il n'y a plus aucun effet keynésien. Ça n'a aucun... Et de même, en sens inverse, d'ailleurs, réduire le déficit, ça n'a aucun effet négatif sur l'activité. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Moi, je pense qu'il peut y avoir quand même un peu des effets de ce type. Je pense que plus on parle de la dette, plus quand même les gens quand même ont une certaine inquiétude, et ça peut expliquer quand même un taux d'épargne un peu plus important. Il y a eu des études là-dessus qui l'ont montré il y a un certain nombre d'années. Je n'ai rien vu de récent quantitatif sur ce sujet, mais je n'exclus pas que dans la hausse du taux d'épargne, enfin le taux d'épargne assez élevé qu'on a aujourd'hui, il y en a une partie qui vienne de là, c'est-à-dire d'une inquiétude au regard de l'endettement public. Mais je ne suis pas capable de le confirmer. Les effets des autres pays comme l'Italie, je pense que pour le moment, l'Italie nous protège. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui pourrait être attaqué sur les marchés, c'est quand même plutôt l'Italie que la France. Donc on a une protection quand même, d'une certaine façon, de la part de l'Italie. Les dépenses de crise par rapport aux autres pays, on a tous fait un peu la même chose. Difficile de mesurer l'ampleur de ce qui a été fait parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui n'ont pas toujours été suivies d'effets dans les différents pays, donc c'est un peu difficile. J'ai l'impression que c'est quand même assez comparable. Pour revenir à ce que je disais dans mon exposé liminaire quand même, au total de 2016 à 2023, les autres pays ont plutôt augmenté leurs dépenses publiques, alors que nous, on est au même niveau qu'en 2023. Ce qui veut dire que alors, ils ne nous ont pas rattrapés, on reste quand même les premiers, mais ils ont quand même dépensé un peu plus que nous, finalement, dans les autres pays. L'effet de la dette, si le déficit est nul, si le déficit est nul, la dette n'augmente pas, mécaniquement, sauf par le fait des mouvements sur les actifs financiers. Voilà. Oui.